Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je suis heureuse que vous ayez pu vous joindre à pour la dernière partie de la série sur les avantages d'un lieu de travail respectueux pendant la COVID-19. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carolyn Whiteway et je serai votre modératrice. Je suis la directrice exécutive de l'ARESA, également connue sous le nom d'Atlantic Region Association of Immigrant Serving Agencies. Avant de commencer, je vais rapidement passer en revue quelques points d'ordre administratif. Une fois de plus, l'interprétation est disponible pendant le webinaire. Si vous avez besoin d'une interprétation dans l'une ou l'autre langue, veuillez cliquer sur l'icône Interprétation au bas de votre écran et choisir votre langue préférée. Si vous êtes bilingue et que vous n'avez pas besoin d'interprétation dans une langue, vous pouvez simplement ignorer cette fonctionnalité. Les diapositives qui seront partagées sur l'écran sont en anglais, mais vous trouverez la version française dans la boîte de dialogue si vous souhaitez suivre. Pendant les périodes de discussion et de questions, n'hésitez pas à vous exprimer dans la langue de votre choix ou laissez votre question dans la boîte de clavardage ou la boîte de dialogue. Sachez qu'il y a un moment où la fonction d'interprétation ne sera pas disponible. C'est à ce moment que vous serez placé dans des salles de discussion pour travailler sur un exercice en petits groupes. Si vous pouvez vous mettre en sourdine pendant la présentation, ce serait bien. Cela permettra de réduire le bruit de fond. Si vous rencontrez des problèmes techniques, vous pouvez essayer d'éteindre votre caméra. Cela peut aider à améliorer votre connexion Internet. Vous pouvez également essayer de quitter la réunion et puis vous reconnecter. Et si cela ne fonctionne pas, laissez-nous un message dans la boîte de discussion et nous ferons de notre mieux pour vous aider. Je voudrais maintenant prendre un moment pour reconnaître que je suis actuellement en Mi'kmaqui, le territoire ancestral et non cédé du peuple Mi'kmaq. Je suis reconnaissante pour les traités de paix et d'amitié. Vous nous rejoignez tous aujourd'hui en provenance des territoires traditionnels et non cédés des peuples Beothuk, Mi'kmaq et Wolastoqiyik, les Malécites, ainsi que des terres ancestrales des Inuits et des Inuits du Labrador. Nous reconnaissons les liens ancestraux et continus des peuples indigènes avec les terres et les eaux de la région connue sous le nom de Canada atlantique. Nous sommes une fois de plus ravis d'avoir Michael Petitpas comme animateur aujourd'hui. C'est déjà notre dernière session et pour ceux qui ne savent pas qui est Mike, il est le fondateur de Clear Resolutions, des services de gestion des conflits. Et Mike a occupé différents rôles au sein du gouvernement. Il est également titulaire de plusieurs certifications professionnelles dans les domaines de la négociation, de l'accompagnement des conflits, de la justice transformatrice et des techniques d'enseignement. Avec plus de 20 ans d'expérience dans la résolution des conflits et la médiation, il est l'expert parfait pour cette série de webinaires et nous sommes très chanceux de l'avoir parmi nous. Enfin, j'aimerais commencer par souhaiter la bienvenue à Michael Petitpas. Mike, à vous. Merci beaucoup, Caroline. Quelle présentation généreuse. Merci. Re-bienvenue. Bienvenue à nouveau à chacun d'entre vous. Et puis bienvenue pour ceux qui sont ici pour la première fois. Je sais que plusieurs d'entre vous ont beaucoup d'activités sur Zoom et nous avons 1 heure et demie de prévu. On va essayer de garder la séance interactive. Vu la portée du sujet et de la présentation, j'aimerais vous dire d'emblée que nous allons passer sur certains sujets et l'objectif, c'est vous donner des informations pour que vous puissiez envisager les choses et voir comment elles fonctionnent et quelles sont vos options. Et ensuite, si vous êtes préoccupé par une certaine chose en particulier, vous pouvez poser des questions et on va présenter plusieurs options qui vous permettraient d'obtenir plus d'informations, etc. Donc, pour aujourd'hui, comme on dit dans les objectifs de l'exposé, on va voir comment définir l'harcèlement, voir quelles sont les répercussions sur les personnes dans le lieu de travail. On va regarder les responsabilités des membres de la direction et du personnel parce que toutes les personnes ont des responsabilités et des attentes. Quelles sont les ressources qui sont disponibles à tous, que ce soit les employés et la direction ou la direction. En termes de traiter du harcèlement, les processus et les choix, et si vous aidez quelqu'un d'autre ou qu'est-ce qu'il vous faut pour
composer avec ce problème. Aussi, on va toucher un peu sur l'harcèlement sexuel et certaines des ressources et du processus de traitement des plaintes pour cet harcèlement sexuel. Si les personnes sont témoins ou victimes d'harcèlement sexuel, au moins vous allez avoir un aperçu de ce que vous pouvez faire et où vous pouvez vous présenter pour obtenir de l'aide. On ne va pas approfondir le sujet, mais on va vous donner des options et des renseignements généraux. Donc, Matt, peut-on passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît? Merci. Donc, on va récapituler la deuxième séance, la dernière séance. Donc, pour pouvoir traiter des problèmes présentés dans notre séance, donc les premiers deux sujets des deux premières séances seraient utiles pour justement servir de base à la discussion d'aujourd'hui. Premièrement, voici ce que moi j'ai présenté comme les sujets principaux dans les dernières séances. Un milieu de travail respectueux, c'est la responsabilité de tous. Numéro 2, nous pouvons tous faire la différence. 3, sans curiosité, sans conversation, il n'y a pas d'apprentissage. 4, prévention et sensibilisation sont importants. 5, les gens sont au cœur du milieu de travail. Et 6, redonnons de la civilité et de l'humanité à nos milieux de travail. Je pense que dans cette présentation PowerPoint, je pense que vous avez l'occasion de démontrer quelles leçons retenues de la séance 2 vous considérez les plus utiles. Ah, on a maintenant le sondage à l'écran, vous pouvez voir. Donc, parmi les leçons retenues de la deuxième séance, laquelle vous a semblé la plus utile? S'il vous plaît, répondez au sondage pour qu'on ait une idée de ce qui vous a le plus touché ou marqué. All right. D'accord. Donc, on a les résultats. On dirait que les leçons retenues principales, c'est que tout le monde est responsable et aussi l'aspect de curiosité et de conversation. Et aussi la prévention et la sensibilisation. Donc, ces trois concepts qui sont intéressants et importants qui vont revenir tandis qu'on présente le sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage. Bon, prochain exercice, prochaine diapositive. Maintenant, j'aimerais qu'on travaille assez rapidement. Pour cet exercice, on va vous placer en petits groupes des salles spéciales. Donc, il y aura 4 groupes et chacun des groupes aura l'un des sujets sur la diapositive. Donc, vous allez avoir 6 minutes. Donc, vous allez déterminer quel est l'impact des 4 problèmes listés dans le milieu de travail. Donc, comment est-ce que le conflit a une incidence sur le lieu de travail? Groupe 2, comportement inapproprié dans le lieu de travail. Quel est son impact? Ensuite, l'harcèlement et l'intimidation. Donc, vous aurez 6 minutes pour en discuter. Et puis ensuite, parlez-en et puis choisissez quelqu'un qui va présenter la liste que vous aurez dressée. Et puis, elle va la présenter au groupe principal. Donc, on va vous ramener à la plénière et puis vous allez partager. Chaque groupe aura la chance de partager. Commençons maintenant avec le premier groupe, le groupe qui parlait du conflit. Donnez-nous peut-être une liste rapidement. Quels sont les impacts du conflit sur un lieu de travail? On a fait cet exercice précédemment. Mais est-ce qu'on pourrait demander à quelqu'un de partager ce que vous avez trouvé dans votre groupe? Oui, on m'a choisi comme bénévole pour partager. On l'a fait sans conflit.
Merveilleux. Donc, la morale pourrait baisser. Ça pourrait faire l'érosion de la confiance entre les employés. Il y a une incidence sur les relations, mais aussi on a entamé une genre de discussion sur la définition du conflit. Et cela dépend comment on définit ce que c'est que le conflit. Certaines personnes pensent que le client peut faire ressortir des problèmes. Donc, et ça évite que les gens soient silencieux et ignorent les problèmes. Donc, le conflit nous permet de d'aborder les problèmes, mais c'est plutôt une question de comment on aborde ce conflit et les répercussions. Donc, il y a aussi l'aspect culturel. Comment les gens communiquent. Peut-être que c'est perçu comme un conflit, mais peut-être que ça n'a jamais été intentionnellement un conflit. Donc, il y a des différents conflits, des conflits de groupe et des conflits entre individus. Donc, on n'a pas eu de réponse précise à la fin parce qu'on a vu qu'il y avait trop de variables non définies, comment les gens voient les choses, combien de personnes sont impliquées, et des fois, les gens sont peut-être mal à l'aise, ceux qui sont en position de cadre. Donc, c'est peut-être difficile pour eux de déterminer quelle est la meilleure approche pour aborder le conflit. Donc, on n'a pas eu de réponse clé, on a tout simplement discuté là-dessus. Eh bien, merci. Si je peux réitérer, je suggère que vous avez trouvé des points clés et je vais en fait lister ce que vous avez mentionné. Vous avez parlé de la morale, de la confiance, des relations, la définition, comment les gens comprennent le conflit, que ça fait ressortir les problèmes cachés, mais aussi c'est considéré comme un conflit négatif pour certains et positif pour d'autres. Aussi, vous avez parlé de l'intention. Peut-être que l'intention et l'impact sont souvent très différents. Le groupe pourrait avoir une réaction qui pourrait causer beaucoup de discussions. Et bien sûr, il y aurait beaucoup de discussions. Et peut-être que la direction et les employés peuvent être mal à l'aise. Donc, je pense que tous ces points sont très importants. Donc, merci beaucoup. Donc, prochain groupe, comportement inapproprié. Quel est l'impact de ce comportement? C'est moi. Pour notre groupe, dit Christine, nous avons dit ce qui est similaire au groupe 1, s'il y a un impact sur la confiance et ça peut briser les liens de confiance entre pairs et entre la direction et les employés. Donc, ça crée une atmosphère non professionnelle, une atmosphère non plaisante en résulte aussi. Et puis, c'est difficile de diriger l'organisation. On a aussi parlé que le comportement inapproprié peut être influencé ou motivé par des problèmes externes. Par exemple, le stress et des fois même par des maladies. Nous avons parlé que des fois, et ça peut être un symptôme qui le symptôme du fait qu'une personne éprouve énormément de stress et puis ils vont agir d'une manière inappropriée, pas seulement en personne, mais on a déjà vu à travers, par courriel, les gens se comportent mal. Donc, il faut se rendre compte de cela et il ne faut pas être juger les autres et avoir des idées préconçues. Il faut vraiment essayer de chercher à comprendre la personne. D'accord, merci. Encore une fois, la confiance, il y a une incidence sur la confiance et puis l'atmosphère change, elle peut être incommode au point que les gens peuvent laisser le travail. Ça peut aussi causer, il y a des causes externes, donc le stress, maladie physique, mentale et d'autres facteurs contribuent et des fois, on peut ou non comprendre qu'est-ce qui cause ce genre de comportement. Donc, merci. J'aimerais ajouter à cela que dorénavant, nous allons avoir une conversation
comment nous abordons ce problème peut changer notre compréhension du problème et ça peut résulter, les résultats peuvent être très différents. Nous ne sommes pas des thérapeutes, mais on doit tous composer avec ce genre de comportement inapproprié. Ça peut être très difficile. Comment on doit gérer cela? On ne sait pas qu'est-ce qu'il cause, mais on sait que ça dérange et on doit faire quelque chose. Merci d'avoir pour vos commentaires. Et pour le groupe 3, l'harcèlement. Et ça, c'est moi. Je peux en parler. On a parlé de deux différentes façons. Premièrement, on a parlé certains des impacts et des répercussions si le harcèlement est mal abordé ou au milieu de travail. Donc, il y aura un manque de motivation et de morale. Donc, pas seulement de la victime, mais d'autres personnes à l'équipe que ce n'est pas géré d'une manière appropriée. Donc, il y aura beaucoup il pourrait y avoir beaucoup de gens qui quitteraient le bureau et peut-être qu'il y aurait des problèmes juridiques. Il y aurait aussi des problèmes psychiques et aussi un manque de confiance et de respect, aussi un manque de productivité si les gens ressentent qu'ils n'ont pas les appuis nécessaires parce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas réglés, peut-être qu'ils ne peuvent pas se concentrer et puis accomplir le travail de la meilleure façon possible. Les gens font donc, les gens peuvent être mis de côté, que ce soit les victimes ou les, euh, les agresseurs, mais aussi on peut baisser de productivité, bien sûr, baisser la morale. Le moral, je suis désolée. Et puis les gens aussi, il peut y avoir une grosse rotation du personnel. Mais si les gens, on traite bien ce problème, donc les gens vont plutôt rester en poste, ils vont avoir un respect pour les gens qui abordent le problème d'une manière positive. Bon, donc, Michael dit, donc, si l'harcèlement est mal géré, donc il y aurait peut-être des problèmes juridiques, un manque de confiance, un manque de travail, une rotation du personnel. Ça peut devenir, il y a peut-être beaucoup d'hypothèses qui sont créées. Les gens se sentent peut-être mis de côté ou exclus. Mais si c'est bien géré, ça peut accroître le niveau de confiance et puis parce que les gens auront plus de confiance envers la direction. Donc, il y aura plus de respect. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne pense pas. Merci. Et pour le dernier groupe, l'intimidation. Je vais faire le rapport pour ce groupe qui porte sur l'intimidation. On a eu des conversations sur ce que fait l'intimidation, qu'est-ce qui peut précipiter cette intimidation. Ça peut créer un environnement toxique, miner la confiance dans l'équipe, mais aussi la confiance de l'entreprise à partir du public. Aspects santé physique, ça peut causer des clients. On peut créer une rotation du personnel élevée. Vraiment, l'intimidation, comment elle se manifeste et comment elle affecte les gens dépend de la personne qui intimide. Si c'est un membre de la direction, si c'est un membre du personnel qui va intimider un membre de la direction, ça va peut-être changer quelque chose. Donc, il faudrait qu'il y ait une politique claire et puis des attentes claires au niveau de l'organisation qui porte sur l'intimidation. Il faut s'assurer qu'il y a un recours et que l'organisation peut être tenue responsable si elle tolère cela. Et puis, les soutiens doivent être mis en place à l'intérieur de l'entreprise. Et le dernier point porte sur l'aspect de la prévention dont on a parlé il y a quelques semaines. Donc, ces étapes initiales sont vraiment clés pour déterminer comment l'intimidation va évoluer ou si elle va être stoppée dans les phases
euh, de l'habitude. Donc, il faut avoir une culture aussi de sécurité. Il doit avoir une culture d'ouverture. Donc, il y aurait peut-être, sans cela, il pourrait avoir une crainte des répercussions. Wow! Merci. De nouveau, nous avons le potentiel de créer un environnement toxique. Il y a un impact sur la confiance, la santé mentale. Puis les gens peuvent être composés avec le problème d'une manière différente, dépendamment si c'est la direction ou si c'est des employés. Donc, devrait y avoir des attentes claires et des politiques claires, un soutien interne et externe. Et bien sûr, les premières étapes sont très importantes. Si on veut créer une culture de sécurité, les gens peut-être ne se sentent pas sécures pour d'ouvrir, d'aborder le problème ou de l'exposer si on n'a pas de culture d'ouverture. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les groupes. Qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à l'impact des quatre? On n'a pas défini ce que chaque problème veut dire. Certains groupes l'ont fait, mais j'aimerais penser aux impacts de tout cela. Est-ce que vous avez des observations? J'aimerais maintenant vous donner un moment pour donner vos commentaires. Peut-être que vous pouvez activer votre micro et on va peut-être accepter 2 ou 3 perspectives. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Moi, je dirais, dit Gina, le manque de confiance est un problème qui a été soulevé par chacun des groupes. Est-ce qu'il y a un autre commentaire à ajouter? Avez-vous des observations sur les 4 problèmes en général? Je pense qu'une autre chose, c'est le manque de productivité. Peut-être que vous n'êtes pas concentré sur le travail que vous faites, vous vous êtes concentré sur, sur l'ambiance qui est, euh, qui, en fait, donc sur le lieu de travail qui n'est plus plaisant, beaucoup plus plaisant. Et comme Mohamed a dit Carol, vous passez un temps disproportionné pour résoudre ce problème et vous négligez vos autres tâches et puis vous négligez peut-être les autres membres de votre personnel qui ont peut-être besoin de vous. Donc, c'est de très bons points. On dit souvent qu'en gestion, on passe 90 de votre temps sur 10 des gens. Lorsque ce genre de choses a lieu, ça euh, dérange la productivité. Ça fait dérailler ce rendement. Donc, je voudrais aussi aborder autre chose. J'ai fait cet exercice dans un atelier de 3 jours et on a séparé les groupes. Et le prochain atelier, on a mis ces problèmes sur des tableaux de conférences. Et ensuite, on a fait la liste et dressé la liste des impacts sur le mur. Et ensuite, on les a lus. Par exemple, cette chose-là va avoir un impact sur le moral, les relations, la confiance. Il y aura un impact sur la culture, les gens vont en parler, il y aura de la confusion par rapport à l'intention et l'impact. Peut-être qu'il y aura des implications juridiques. Et ensuite, on a dit, donc, ces problèmes ont rapport avec lequel des problèmes? Le conflit, le comportement inapproprié, harcèlement ou l'intimidation. Mais la liste pouvait en fait s'appliquer à chacun des groupes. C'était difficile en fait de lier parce qu'il y avait beaucoup de choses en commun. Donc, c'est la première chose qu'on voudrait reconnaître, c'est qu'il y a une grosse réaction émotionnelle pour chacun des problèmes. Ils ont tous cela en commun. Les gens deviennent très inconfortables et ça peut créer des problèmes sérieux. Ça peut créer des environnements de travail toxiques. Je pense que chaque groupe a décrit d'une manière assez claire quel est cet inconfort et quelle est l'incidence sur les relations des gens et puis sur l'ambiance. Donc, tout cela peut créer ce problème. Donc, on va regarder chacun des problèmes d'une manière assez superficielle, mais on va penser pas seulement sur la définition, mais aussi sur les impacts. Et c'est important, en fait, de gérer ces problèmes parce que s'ils ne sont pas gérés d'une manière positive, ils vont créer des
des lieux de travail très malcommodes. Donc, mais si on aborde des problèmes d'une manière positive, ça peut créer le respect et des occasions positives. Mais comme on l'a mentionné dans la première session, c'est comment on aborde le problème qui importe le plus. Ceci étant dit, passons à la prochaine diapositive. Et maintenant, j'aimerais faire un survol par rapport à quels sont les liens entre le conflit et l'harcèlement. Ce diagramme devrait identifier qu'est-ce qui n'est pas le plus important ou le moins important, c'est l'effet, et je dirais, le spectre, la portée de ce problème. Par exemple, l'intimidation est d'habitude gérée, pas toujours, mais dans beaucoup d'organisations, il y a une politique sur l'intimidation, et puis l'intimidation est peut-être identifiée séparément ou bien faire partie de l'harcèlement. Donc, si on vous intimide, on vous harcèle. Donc, voilà pourquoi un cercle est concentrique à l'intérieur de l'autre. Mais si vous êtes harcèlement, bien sûr, il y a un comportement inapproprié. Peut-être que les définitions sont plus finies ou euh, plus précises, plus spécifiques pour les plus petits cercles, mais c'est sûr qu'ils sont englobés par les termes plus généraux. Donc, le conflit, s'il y a un comportement inapproprié, donc c'est sûr qu'il y a un conflit. Donc, lorsqu'on parle de prévention, la première chose qu'on veut regarder, c'est le conflit. C'est parce que tout ce qu'on peut identifier comme une différence d'opinion et comment ça peut se manifester différemment, et peut-être il y a des variantes culturelles. Mais cela démontre que dans toutes les relations, on voit tous ces problèmes liés. Mais l'impact de chacun de ces problèmes est similaire. L'impact sur les lieux de travail, je pense que vos groupes ont fait un excellent travail pour identifier l'incidence et les résultats de ces problèmes. Donc, je voulais tout simplement lire les commentaires pour voir s'il y avait une question. Donc, lorsqu'on aborde ces problèmes, ce qu'on voudrait clarifier, c'est qu'il y a 3 choses qui doivent être considérées. C'est les personnes qui sont impliquées. Est-ce que c'est quelques personnes? Ou est-ce qu'il y a des groupes qui sont impliqués ou c'est partout dans l'organisation? Quel est le problème? Des fois, les gens, ils vont par commérage, disons, ou bien ou de oui-dire. Donc, on voudrait déterminer quels sont les vrais faits au lieu d'écouter le oui-dire. Ensuite, lorsqu'on parle du processus, comment on va gérer cela? Quel serait un processus de gestion du problème approprié, peu importe le problème? Une des choses que vous allez sûrement remarquer, c'est que lorsque nous avons fait observer la chose, en fait, lorsqu'on regardait les individus, on voit souvent les impacts émotifs. C'est normal parce que si la personne est intimidée ou harcelée ou bien subit un comportement inapproprié, donc il y a un impact émotif. Donc, vous avez mentionné la confiance, le moral, la relation, les communications, comment ils aiment ou n'aiment pas leur travail. Donc, c'est important d'arriver à trouver la solution et déterminer très tôt qu'est-ce qui se passe pour que vous puissiez choisir quel est le problème, peut-être qu'il y a plusieurs problèmes, et ensuite déterminer le processus. Donc, il faut laisser les sentiments et les émotions se calmer et ensuite peut-être vous, vous faire aider d'un expert et de déterminer comment approcher ce problème serait très bénéfique. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. D'accord. Alors, voici une définition rapide de ce qu'est le harcèlement. Je pense qu'on l'a fait la dernière fois. On va le faire rapidement. On n'a pas le temps de débattre. Donc, si il y a une politique de harcèlement dans votre organisation, vous allez trouver une définition qui est similaire à celle-ci.
Si vous ne l'avez pas, la plupart des organisations vont vont laisser la province ou le pays définir cette définition. Donc, j'ai pris cette définition du Conseil du Trésor du Canada. Et puis, il y a toujours des politiques euh, provinciales reflètent d'habitude cette même définition. Des fois, elles sont légèrement modifiées. Donc, on définit le harcèlement comme un comportement inopportun et offensant d'une personne à l'endroit d'une autre personne au lieu de travail et dont l'auteur savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'il offenserait l'autre personne ou lui porterait préjudice. Le lieu de travail comprend toute activité ou endroit lié au travail. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, pour continuer, cela aussi euh, comprend aussi tout acte, propos ou exhibition inadmissible qui diminue, rabaisse, humilie ou embarrasse une personne et tout acte d'intimidation ou de menace. Il englobe le harcèlement au sens de la loi canadienne sur les droits de la personne, c'est-à-dire en raison de la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience, l'état de personne graciée. Donc, si la personne est rabaissée, humiliée ou traitée d'une manière injuste pour toute raison liée à celle-ci, c'est de l'harcèlement. Donc, prochaine diapositive. Lorsqu'il y a de l'harcèlement, quelles sont les responsabilités des employés et quelles sont les responsabilités des cadres? Donc, encore une fois, nous allons vous répartir en deux groupes et on voudrait qu'en 6 minutes, vous fassiez une liste pour déterminer quelles sont les responsabilités de chacun. Donc, OK. Alors, nous pourrions peut-être commencer avec les employés. J'ai peut-être oublié de mentionner que j'allais demander à chaque groupe de faire une présentation et j'espère que maintenant tout le monde, quelqu'un l'aurait déjà anticipé. Donc, les employés, c'est quoi votre liste alors? OK. Nous avons supposé que quelqu'un devrait faire une présentation. Merci, Olga. Alors, dans notre groupe, on a parlé de ce qui se passe quand on est des témoins au harcèlement au sein de l'équipe. Nous avons parlé des actions comme parler avec les gens, offrir des conseils et du soutien, par exemple, leur faire savoir quelles sont les options pour aborder la situation, les encourager à parler de cela avec des gens qui peuvent les aider, les superviseurs, par exemple. On peut aussi consulter les spécialistes dans la matière, respectant la confidentialité dans toute cette situation. L'idée serait que notre responsabilité serait de le mentionner à l'attention, l'attirer à l'attention du superviseur ou qui que ce soit qui pourrait aider à résoudre le problème. Voilà ce qu'on a parlé. Et si j'ai raté quelque chose, les membres du groupe peuvent probablement l'ajouter. Merci. Merci beaucoup, Olga. Maintenant, peut-être les gestionnaires. Bien évidemment, tout ce que les employés ont comme responsabilité s'applique aux gestionnaires aussi et on a des responsabilités supplémentaires pour les gestionnaires dans ces situations. Alors, les gestionnaires, ça serait moi, Michael. Merci. Oui, c'est similaire. Vous êtes correct du point de vue de ce qui se passe avec les employés, mais le prochain pas, on l'a vu comme quelque chose à deux volets. Les politiques clés de l'organisme doivent être regardées, mais il faut aussi écouter la personne individuelle qui le mentionne et aller au prochain pas. Mais il faut une communication claire et avoir confiance à l'équipe, au personnel, avoir une communication très claire, voir quelles sont les politiques et procédures en place pour que les employés sachent quels soutiens sont là, qui peuvent contacter et potentiellement, espérons, être plus préventatifs pour prévenir précisément que les choses aient lieu. Mais oui, il faut identifier ce qui s'est passé, voir si on a des témoins
potentiels, enregistrer l'action du harcèlement, prendre action là-dessus, avoir des attentes claires par rapport aux politiques pour les prochaines étapes. Je pense que c'est tout. Je ne sais pas si le groupe a quelque chose à ajouter, mais il y a beaucoup de chevauchement par rapport au groupe des employés, par rapport à ce qu'on a parlé. OK, merci beaucoup. Alors, voilà ce que je voudrais faire. Je voudrais passer brièvement en revue. Si on peut passer à la prochaine diapo, je vous prie, pour vous dire, bon, voilà des choses qui ont surgi dans d'autres groupes. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose là sur l'écran que vous voyez qui n'a pas été mentionné? Je pense que vous avez mentionné la plupart des choses. Alors, si il y a quelque chose que vous pensez est important et n'est pas été abordé de votre côté ou sur l'écran, quelqu'un pourrait dire, hey, qu'est-ce qui se passe avec ceci ou cela? Et autrement, je vais le passer en revue rapidement. OK, alors c'est clair que tout le monde a les choses, traiter autrui avec respect, obtenir de l'information, si les gestionnaires ou l'organisme ne l'ont pas fourni, en demander, poser des questions, communiquer vos préoccupations directement à la personne fautive. Et je sais que c'est difficile. Donc, quand on passe par une conversation difficile, ces choses peuvent être utiles. Mais ça et là, s'il s'agit de quelque chose de très grave, ce n'est pas confortable, ou c'est peut-être le gestionnaire même qui est la personne qui est en train d'harceler, là, on a d'autres options qu'on pourrait étudier, peut-être aller chez un autre gestionnaire ou aller chez un expert, qu'il s'agisse d'une personne de ressources humaines, quelqu'un à qui vous avez confiance et vous dites, bon, voilà ce qui se passe, que faire avec. Vous pouvez bien évidemment aussi penser si vous avez besoin d'un tiers neutre, mais cela doit être discuté avec le gestionnaire ou le conseiller en harcèlement ou la personne qui a le rôle de gérer le harcèlement au sein de l'organisme. Il faut être ouvert à participer dans le processus pour résoudre le problème. Et si rien de cela ne fonctionne, alors là, ou bien s'il s'agit de quelque chose de très grave qui se passe une fois, alors là, on dépose une plainte officielle. Donc, on a de différentes options. Donc, si on peut maintenant passer aux gestionnaires, les gestionnaires, bien évidemment, doivent donner l'exemple, être vigilants, écouter, prendre les choses au sérieux, créer et préserver un milieu sûr et respectueux, fournir de l'information aux employés et rebâtir le milieu de travail après un incident. Mais ce qui est souligné là, prendre des mesures pour résoudre la situation. Alors, si vous avez des connaissances, de l'expérience et vous êtes confortable à gérer ces choses, peut-être vous avez ou vous n'avez pas le rôle de faire l'enquête, mais peut-être il faut que vous vous asseyiez à parler avec les deux parties prenante, la personne qui soumet la plainte, la prendre au sérieux et la personne a aussi le droit de savoir ce que l'on dit contre la personne. Si c'est au-delà de vos compétences ou c'est suffisamment grave ou vérifier les politiques et on ne s'attend pas à ce que vous, le gestionnaire, le résoudre vous-même, mais vous êtes responsable de vous assurer que cela soit résolu, alors là, l'une de vos options pourrait être d'avoir quelqu'un qui est expert en ressources humaines, qui fasse un processus ou embaucher si c'est ce que la politique dit qu'il faut faire pour faire une enquête, si c'est suffisamment grave. C'est-à-dire, vous avez suffisamment d'options pour vous assurer que l'on fasse quelque chose avec, qu'on trouve la solution et il faut savoir où sont les solutions, les trouver, comment les engager. C'est une partie importante des attentes des politiques et des responsabilités des gestionnaires. Donc, passons maintenant à la prochaine, je vous prie. Donc, voici une image. Il faut cliquer dessus, ça ne se passe pas un à la fois. Donc, il y a le côté de la formation, de la prévention. Je pense qu'on en a parlé. C'est votre responsabilité que les gens l'aient et sinon, fournir cette formation. Prochaine chose. Alors, l'évitement.
Il y a des gens qui le choisissent. Moi, je ne le recommande pas parce que les gens pensent fréquemment que si on ignore, ça va se résoudre, mais harcèlement, intimidation, conflit entre les gens, conflit, ce que nous savons, ou au moins ce que moi j'ai appris à travers mon expérience et ma formation et dans des applications pratiques, c'est que typiquement, cela n'a pas lieu. Prochaine diapo. Oui, continuez. Oui, cliquez dessus. Alors, on a le côté des droits. Continuez. OK, alors. Donc, voici des processus formels que vous avez fondés sur les droits. Donc, si vous essayez, plutôt, si vous essayez les processus informels qui vont apparaître dans quelques minutes, mais ça ne fonctionne pas, vous pouvez essayer cela. Grève, plainte de harcèlement, ombudsman, commission des droits de la personne, CFP, arbitrage, tribunaux. Mais ça, c'est les dernières ressources ou si c'est très grave. Après, vous avez bien évidemment la gestion, l'administration. Et si vous vous dirigez à eux, ils ont l'obligation de savoir quels sont les processus et il se pourrait qu'ils doivent prendre des décisions ou engager un processus utile pour qu'on gère les choses. Et bien évidemment, le dernier est ce qui est fondé sur les intérêts, c'est-à-dire les choses auto-initiées. Si c'est possible, s'asseoir et réfléchir, se poser des questions. On l'a fait pendant nos conversations. Est-ce que j'ai contribué? Est-ce que je leur ai fait savoir que ce comportement n'est pas adéquat, qui n'est pas bienvenu? Et il s'agit là d'une responsabilité que parfois les gens supposent que l'on peut tout simplement sauter. Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes? Mais si c'est possible ou avec l'aide d'un tiers, peut-être on pourrait s'asseoir et dire, écoutez, il faut être clair, ceci n'est pas bienvenu, on ne le fait pas, arrêtez. Ou bien on leur fait savoir parfois quel est l'impact. Cela pourrait être plus puissant que de dire, je ne suis pas confortable avec et arrête. Mais la personne qui est la victime doit prendre ce choix. Obtenir de l'aide du leadership, peut-être 3 personnes peuvent s'asseoir ou apporter un médiateur, un facilitateur ou un processus différent quand il y a plus de personnes impliquées. Mais l'idée de base est que quelque chose doit avoir lieu et quand on regarde aux bases ce qui est écrit, éviter les problèmes, c'est une option, oui, mais aller euh, dans un organisme où on est responsable, là, c'est vraiment pas une option. Prochaine diapo. OK, alors. Alors, voici quelques-unes des choses qui peuvent aider les gestionnaires quand on arrive à ce que l'on peut faire. Quelles sont les options? La plupart d'entre vous le savent, mais pour les employés qui disent, bon, ben, comment ça se fait que les gestionnaires ne font rien ou qu'est-ce qu'ils devraient être en train de faire? Voici une liste de la politique du Conseil du Trésor et les organismes provinciaux ont tous quelque chose de similaire et je peux vous dire plus tard où trouver ces politiques et que faire si vous n'en avez pas une. Encore une fois, vous vous rencontrez avec le personnel pour discuter de la politique de l'entreprise sur le harcèlement, ceci avant que quelque chose n'ait lieu. Mettez-le dans vos réunions hebdomadaires. Assurez-vous que les gens sachent qu'il existe une politique, leur donner une copie et sinon, je peux vous dire où en trouver ou comment en faire une. Alors, accès à la politique, fournir des sessions de formation. Il existe généralement quelqu'un au sein de l'organisme qui est formé pour se faire autrement. Le milieu de travail, j'ai une liste de cela. L'organisme provincial pour les droits de la personne, ils ont ces choses en ligne. Ils ont des gens qui sont formés et fréquemment fournissent des formations gratuites ou en ligne pour les organismes. Vérifiez à travers votre organisme provincial. Mettez-le dans l'ordre du jour des réunions. Impliquez l'équipe à fixer des limites et à se doter d'un code de conduite. Peut-être quelqu'un en ressources humaines a des antécédents là-dedans et peut en parler. Il faut voir ce qu'on doit s'attendre des autres s'il n'y a pas de code de conduite.
peut être vigilant, observer s'il y a des signes de mésentente. Mais en même temps, si vous êtes dans un bureau avec la porte fermée tout le temps, il est possible que vous ne sachiez pas ce qui se passe, que vous ne soyez pas connecté. Et là, pour les employés, veuillez ne pas supposer que les gestionnaires absolument et automatiquement savent qu'il existe un enjeu et, et qui choisissent de l'ignorer. Parfois, c'est le cas. Parfois, personne ne le leur a mentionné et c'est là, sur la surface, comme un volcan qui va exploser. Alors, la chose par rapport à présupposer les choses, c'est qu'il ne faut pas présupposer que les gestionnaires savent et choisissent de ne pas faire quelque chose. Cela pourrait être le cas. Il se pourrait qu'ils ne savent pas parce que personne ne le leur dit rien et les gens sont très bons à masquer les symptômes. Donc, meilleure politique de mon côté est que les gens mentionnent leurs inquiétudes, c'est une responsabilité qu'ont les employés ou que les gestionnaires posent des questions pour qu'à un certain point, quelqu'un doive en parler, le mettre sur la table, même si au niveau individuel, faire un rendez-vous avec le gestionnaire. Écoutez-moi, voici un enjeu, parlons-en, je voudrais savoir une conversation là-dessus. Donc, soyez sûr de communiquer que la communication est quelque chose de bidirectionnel. Et bien évidemment, il faut prendre action, ce qui ne veut pas dire qu'on va trouver les réponses, mais il faut prendre action, qu'il s'agisse d'obtenir la politique, de parler avec les gens, d'aller à ressources humaines, d'obtenir de l'aide et du soutien, d'apporter un spécialiste ou un enquêteur ou un médiateur, quoi que ce soit qui ait du sens. Et après, bien évidemment, être ouvert avec une politique de porte ouverte. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, quand est-ce que l'on va tendre la main? Quand est-ce qu'on va intervenir? Donc, parfois, les processus officiels ne semblent pas convenir. N'importe la conversation qu'on a. Peut-être il existe un conflit d'intérêts. Alors, un exemple, disons que la personne vient chez le gestionnaire, sont de bons amis, ils se rencontrent à l'extérieur du travail, ça se passe dans la société et ils croient qu'il existe un problème. Ils connaissent peut-être l'autre partie très bien et peut-être qu'ils n'ont pas de biais et ils ont un biais et ils disent, oh, ben, je trouve que c'est difficile que cela ait lieu. Peut-être ils ont raison, peut-être c'est une réaction affective. Mais si le gestionnaire a une difficulté à être neutre et non biaisé, là, il faut tendre la main, contacter quelqu'un, une personne de ressources humaines, un autre gestionnaire ou un tiers qui soit neutre et avec lequel les deux parties puissent développer une connexion juste. Si vous pensez que c'est quelque chose qui peut être discuté sans un processus formel, c'est intéressant de savoir que si vous vous sentez neutre, capable et avec suffisamment d'expérience comme pour parler avec les deux parties, c'est une option. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas neutre ou que vous pourriez aller dans une direction ou l'autre, alors là, peut-être trouver un tiers neutre. Mais vous avez, oui, la responsabilité de faire quelque chose et les choix que vous prenez auront un impact sur le résultat. Donc, vous savez, faites un peu de vérification d'inventaire, disons. Alors, les parties pourraient vouloir un processus informel et si c'est le cas, cela pourrait avoir lieu. Et, par exemple, la facilitation, la médiation peut être très utile quand les parties peut-être n'ont pas beaucoup de confiance les uns sur les autres ou c'est adéquat quand ils en ont. Les parties doivent bien vouloir le faire. L'enjeu avec la médiation, c'est que c'est un processus volontaire. Donc, si une partie ne veut pas ce processus, ça ne va pas se passer. Et le médiateur ne va pas essayer de les tirer vers le processus. Typiquement, ils vont explorer quelles sont vos inquiétudes, est-ce qu'il existe une façon de les aborder pour rendre la réunion sécuritaire ou pour vous donner suffisamment d'informations pour que vous soyez suffisamment confortable avec ce qui va se passer et essayer. Mais à aucun moment, un médiateur professionnel ne devrait tirer ou forcer une personne à un processus. Peut-être qu'il existe un autre processus. Moi, je pense que c'est un bon processus, mais ce n'est pas à taille unique quand même. Donc, si un parti ne peut ignorer le problème, aucun parti ne peut ignorer le
problème, c'est une option. Ou bien, si l'équilibre du pouvoir est égal ou s'il est possible d'égaliser la force et de faire que ça soit juste et stable, ça va. Si les autres options sont trop coûteuses ou prennent trop de temps, parfois les enquêtes de harcèlement, nous savons, peuvent prendre beaucoup de temps pour que quelqu'un le fasse parce que typiquement, ça vient de l'extérieur, c'est cher, ça prend assez de temps. Donc, nous parlons là de quelque chose entre 35 et 60 000 dollars de ne faire que l'enquête. Parfois, ça peut prendre jusqu'à 3 mois pour que la personne rentre et fasse une entrevue à toutes les personnes impliquées, soumettre un rapport, le donner au gestionnaire qui l'a embauché. Donc, ce n'est pas un processus lent, c'est plutôt un processus très complet. Une autre raison ou bien une autre option est que quand les parties ont une relation continue, donc si la personne a soumis une réclamation de harcèlement, c'est une chose si la personne est partie, mais si les gens restent au travail et doivent le résoudre, cela pourrait avoir un impact sur quel serait le processus le plus applicable, parce que pas tous les processus peuvent gérer la situation et maintenir la relation intacte. Donc, c'est quelque chose à considérer. En facilitation, médiation, ce qui se passe, c'est que c'est bon parce que ça vous aide à travailler avec les deux en tant que professionnel. Et parfois, on a quelque chose qui n'est pas bien compris ou qui n'est pas bien communiqué. Et parfois, les processus formels n'arrivent pas à ce niveau de discussion pour que cela soit clair, éclairci, résolu, corrigé. Donc, une solution créative est souhaitable. Ce processus permet que la créativité et les processus formels puissent aider. On a beaucoup de processus formels fondés sur les droits. Et bien évidemment, si les parties veulent régler le différend en privé et non pas passer par un processus plus ample, alors voilà des options. En même temps, tous les processus disponibles ont un site, ont un temps et chacun a de la valeur. Il faut prendre un peu de temps, il faut réfléchir, avoir une conversation avec les professionnels pour voir ce que vous sentez, ce qui est réel, ce qui est une passion, ce qui est une réaction, ce qui est une émotion, quels sont les faits. Tout cela peut prendre un peu de temps, quelques jours même, pour comprendre où il faut aller avec cela. Donc, voilà quelques suggestions par rapport à où la facilitation, la médiation pourrait être adéquate. Encore une fois, ce n'est pas forcément bon pour tous les cas, ni pour le processus d'enquête. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, voici les situations où la médiation ne convient pas. S'il existe une crainte de violence ou de mauvais traitement entre les parties, disons que quelqu'un est harcelé sexuellement, il ne faut pas faire une médiation là. Ou bien s'il existe, on se bat physiquement, violemment, généralement, il y a un élément criminel et on ne fait pas de médiation. Maintenant, une fois qu'on a déjà géré les choses, les gens ont fait ce qu'ils devaient faire, ils veulent rétablir une relation de travail et voir comment aller de l'avant. Là, pourrait peut-être avoir une médiation ou facilitation comme quelque chose d'utile pour essayer de résoudre le côté de la relation. Mais ce n'est pas une situation où les gens vont décider comment l'on va punir la personne. Ça, c'est un processus séparé. Bon, maintenant, quelqu'un agit de mauvaise foi plutôt. Les gens n'ont pas de pouvoir ou d'autorité pour apporter des changements ou prendre des décisions. Il faut des gens qui puissent faire une différence. Une des parties ne souhaite pas participer au processus, c'est volontaire. Une des parties conteste une loi, c'est là où on a besoin des tribunaux. Un précédent juridique sera établi. C'est là où l'on a les greffes, les plaintes de harcèlement, les tribunaux. Chaque fois qu'on établit un précédent où les gens ont des préjugés ou ont un impact comme résultat du résultat, alors là, on voudrait un processus plus formel. Ou si l'on va parler des choses en public ou
finalement, la situation relève d'une convention collective. Si on a une contestation par rapport à la convention collective et comment on l'interprète, ça doit être entre la gestion et le syndicat. Ils ont un processus pour éclaircir la convention collective ou faire des négociations supplémentaires concernant la convention collective et ce n'est pas quelque chose pour la médiation. On ne peut pas imposer une convention collective. Ce n'est pas notre rôle. Alors, prochaine diapo, je vous prie. Alors, voici les commanditaires qui incluent ceci. Je travaille dans ce domaine. Je crois que c'est un bon processus, mais ce n'est pas pour tous les scénarios. Alors, l'avantage du mode alternatif de résolution des différences, c'est que la personne parle en son nom, parle de son expérience, de ses émotions, et personne ne peut vraiment parler de cette information comme la personne qui l'a subie. Cela permet la résolution aussi de problèmes réels, donc les moteurs à l'arrière des choses, non seulement le comportement. La relation de travail est abordée. Qui est correct, qui n'est pas correct, qui est bon, qui est mauvais, qui doit être puni, qui est la victime. Et parfois, on ne comprend pas bien les choses. Il y a une mauvaise communication où les gens deviennent trop intéressés aux choses. On ne sait pas, mais ce processus fonctionne mieux parce qu'on arrive au fond des choses. C'est une occasion d'améliorer les relations de travail. Je pense que la plupart d'entre vous l'avez mentionné plus tôt aujourd'hui. Et aussi, le premier groupe que nous avons fait, le premier atelier petits groupes par où les relations de travail au milieu de travail sont importantes et parfois, quand il existe un différend, une mauvaise compréhension des choses, cela peut aider pour que les gens éclaircissent ce qui doit se passer. Maintenant, les parties sont satisfaites du processus et du résultat. On veut avoir un processus qui fonctionne pour vous et un résultat dans lequel vous participez. C'est aussi fait de plein gré, c'est confidentiel et efficace par rapport au coût. Ça peut se passer dans quelques jours, tandis que les tribunaux, alors là, on peut attendre longtemps pour arriver au tribunal. L'Ombudsman, on délai aussi la Commission des droits de la personne. La dernière fois que j'ai vérifié avec la Canadienne, ils ont une liste d'attente de 3 ans. Et l'une des choses qu'ils font quand on porte plainte devant eux, ils vous demandent directement, avez-vous passé par les processus au milieu de travail? Avez-vous essayé le provincial? Avez-vous soumis une plainte formelle? Êtes-vous parti à la Commission provinciale des droits de la personne? Et autrement, ils vont vous dire, bon, ben, passez d'abord par ces processus et si ça ne fonctionne pas ou ce n'est pas bien géré, là, revenez nous voir parce qu'ils veulent que cela soit fait au niveau local le plus possible. Maintenant, si on a des situations très, très difficiles, peut-être ils le prendraient immédiatement. Mais généralement, ils vous demandent de le faire au niveau local. Et bien évidemment, on s'en va au droit de la personne si c'est nécessaire. Prochaine diapo, je vous prie. OK, alors là, nous arrivons presque à la fin. Alors, avant de commencer, je voudrais que quelque chose soit clair. C'est un enjeu très sérieux et typiquement, des ateliers là-dessus prennent des jours parce que l'on a plusieurs composants. Mais ce que je pense que l'on peut faire dans cette situation en particulier, c'est de vous fournir un peu d'informations et des ressources par rapport à où vous dirigez si vous le témoignez ou si vous êtes une victime de harcèlement sexuel parce que c'est très grave et je ne veux pas guider les gens de façon incorrecte parce que ça dépend de votre situation, de pour qui vous travaillez, ce que vous avez comme ressources. Les choses varient. Alors, passons par les choses. Soyons clairs. De quoi il s'agit et quelles sont quelques-unes de vos options? Vous pouvez gérer peut-être les choses
au niveau local avec quelqu'un qui peut vous aider. Donc, le harcèlement, ah oui, première chose, j'ai trois choses sur cet écran parce que parfois, ça peut vous confondre. Donc, le harcèlement sexuel peut prendre la forme de blagues, de menaces ou de commentaires sur la sexualité, de remarques discriminatoires au sujet du sexe de quelqu'un, d'un comportement discriminatoire ou de contacts physiques comme des attouchements. L'inconduite sexuelle, cela peut être énorme parce qu'on peut croire que cela saisit le tout. Alors, c'est un terme non juridique qui inclut une vaste gamme de comportements au milieu de travail qui le rend non sécuritaire. Tout comportement important de nature sexuelle commis sans le consentement, sous la menace de la force, de l'intimidation, de la coercion ou de la manipulation. Et là, après cela, on a l'agression sexuelle, qui est l'activité sexuelle non désirée, y compris des contacts sexuels et des attaques sexuelles. Bien évidemment, l'exemple le plus explicite serait le viol. Maintenant, là, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est adéquat pour une situation de médiation ou de facilitation. Il s'agit d'un délit criminel et dans la plupart des cas, les gens doivent contacter. Dans ces cas-là, on doit contacter la police ou un centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, ou si vous avez un spécialiste au sein de votre travail, c'est les gens que vous devez contacter immédiatement. Et surtout, si c'est votre gestionnaire qui l'a commis, les gens vont vous dire, il ne faut jamais utiliser la médiation. Bon, ben, parce que les gens vont être retraumatisés et je serais d'accord avec cela en général, surtout au début. Maintenant, dans quelques événements, dans quelques cas, si ce n'était pas un viol, si c'était une activité sexuelle non désirée ou des commentaires, des choses de cette nature, du point de vue du harcèlement sexuel, là, c'est un cas où la personne peut s'asseoir avec la partie et dire je n'aime pas ces blagues raciales ou ces commentaires racistes. Mais si la personne est attaquée sexuellement, cela peut retraumatiser. Maintenant, dans très peu de cas, une victime pourrait dire, bon, vous savez quoi, je veux m'asseoir avec la personne et je veux l'occasion de dire à la personne comment je me suis sentie, comment cela m'a affecté pour que la personne comprenne les dommages qu'elle a faits. Et s'ils veulent le faire et la personne veut s'asseoir avec eux dans un environnement sécuritaire, ceci pourrait être une option. Pas tellement de gens le choisissent, mais pour que vous sachiez, s'ils sentent que c'est adéquat, s'ils veulent que cela ait lieu, à un certain moment, cela est possible. Mais ce n'est pas quelque chose que la plupart des médiateurs vont vous proposer. Moi, je ne le ferai certainement pas. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, un autre terme, la conduite sexuelle. Je pense qu'on en a déjà parlé. Alors, passons à la prochaine. C'est la définition du harcèlement sexuel. Là. Tout comportement, propos, geste ou contact de nature sexuelle qui est de nature à offenser ou à humilier un employé ou qui peut être interprété par la personne visée comme subordonnant à des conditions à caractère sexuel son emploi ou une possibilité de formation d'avancement. Donc, généralement, les gens peuvent harceler sexuellement, mais agir de façon peut-être moins agressive. Et voici des exemples. J'ai pris ceci du du Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes. Alors, voilà des exemples de harcèlement sexuel en échange d'une faveur ou d'un avantage, les demandes de rendez-vous galant n'acceptant pas une réponse négative, les demandes de caresses, vous affichez du matériel pornographique, d'images, de dessins, de graffitis sexuellement explicites. Auparavant, on disait il faut enlever les affiches de Playboy du milieu de travail. Ce n'est pas adéquat. On en parle, ça fait longtemps. Les plaisanteries de nature sexuelle, l'intimidation fondée sur le sexe ou le genre, la propagation de rumeurs de nature sexuelle. On n'est plus en école secondaire et n'importe où l'on est, n'est pas considéré adéquat par beaucoup d'organismes. Alors, prochaine diapo, je vous prie. Alors, donc, maintenant, on arrive à la partie centrale. Voici ce que vous pouvez faire. Et ceci vient
du même organisme. Alors, si c'est possible, s'il s'agit de harcèlement et non pas d'attaque sexuelle, si vous êtes confortable, vous pouvez parler à la personne qui vous harcèle et vous assurer que la personne sache que le comportement est important plutôt. Donc, si vous devez avoir du coaching ou aller chez un gestionnaire ou quelqu'un que vous respectez, ça pourrait être utile. Ou bien, si vous n'êtes pas confortable, c'est très mauvais, ou la personne qui fait le harcèlement est votre gestionnaire, vous devez aller au-delà de cette personne et le faire savoir à quelqu'un, une personne qui est à la charge, faire savoir ce qui s'est passé, obtenir de l'aide ou une perspective de leur côté. Troisième chose, si ce n'est pas traité comme il se doit, alors là, on pourrait porter plainte officielle. Il faut vérifier avec ressources humaines ou quelqu'un à l'équipe de gestion à qui se diriger. Est-ce qu'il faut prendre note? Chaque organisme est différent, mais tout le monde devrait avoir une personne ou bien un gestionnaire vers lequel on peut se diriger qui puisse vous guider, ou bien je vais vous montrer à la fin des sites en ligne auxquels on peut se diriger. Si cela est lié à un ministère fédéral, etc., alors là, vous pouvez contacter le gestionnaire, ressources humaines, un conseiller en harcèlement, le programme des 12 employés ou aller à la Commission canadienne des droits de la personne. Maintenant, l'aide juridique, il existe une PowerPoint avec des ressources pour voir ce qu'on a comme aide juridique, parce qu'il existe de l'aide juridique gratuite pour les gens qui en ont besoin et vous pouvez contacter la Société d'aide juridique, mais à la dernière page, on a des sites web que vous pouvez contacter. Prochaine diapo, on s'approche à la fin, donc je vais accélérer. Alors, en fait, les gestionnaires, et je pense que le groupe l'a rendu clair plus tôt dans quelques-unes des choses, il faut prendre les choses au sérieux. Les situations peuvent être complexes, très personnelles, chargées d'émotivité. Donc, c'est très important d'écouter, de savoir ce qui est en train de se passer. Il faut vérifier avec ressources humaines. Si vous n'êtes pas sûr de quoi faire, alors que quelqu'un puisse vous guider. Et ils vont vous aider le long du processus. Si vous êtes dans le secteur privé, et vous n'avez pas de département de ressources humaines, vous pouvez contacter la Commission provinciale des droits de la personne pour obtenir des conseils. Ils ont du personnel en ligne, des experts, des choses en ligne plutôt, des gens qui peuvent vous donner des documents, des politiques qui seraient très utiles, ou ils pourraient peut-être vous fournir une personne professionnelle qui aurait une conversation avec vous pour vous aider ou pour vous fournir une espèce d'enquêteur. Maintenant, si vous n'avez pas de politique de harcèlement, là, vous pouvez en fait en développer une. Et j'ai celle de la Nouvelle-Écosse. Je n'ai pas obtenu celle de l'île du Prince-Édouard, mais je pense qu'ils en ont aussi. Et vous pouvez aussi aller à la Commission canadienne des droits de la personne et leur site web. Donc, si ça ne fonctionne pas, allez chercher-le sur Google si vous ne pouvez pas le faire ici avec ce lien-là. Et vous complétez les espaces vides. Ce n'est pas forcément la même chose, mais c'est un bon départ. Donc, si vous n'avez pas de politique et vous voulez en développer une, c'est la façon de le faire, surtout si vous êtes un petit organisme avec que quelques personnes. Alors, bien évidemment, faites un suivi. C'est très important parce que après la gestion de la situation, généralement, il faut reconstruire la relation au milieu du travail. Ça peut prendre du temps dans quelques cas, car la personne s'en va du milieu de travail pour une raison ou pour une autre. Prochaine diapo. Alors, alors, bien évidemment, les choses ne sont pas parfaites dans le milieu de travail et je veux vous laisser quelques idées des 3 ateliers. Les choses ne sont pas parfaites, mais elles se sont améliorées. On est tous ensemble dans cette situation et je pense que nous pouvons faire une différence énorme avec les choses qu'on a couvertes dans les 3 ateliers. On a tous un impact sur les gens autour de nous, que nous en soyons conscients ou pas. Donc, notre façon de traiter les gens, de nous communiquer aura
un impact sur la réalité autour de nous. C'est quelque chose d'infectieux, de contagieux. On peut toujours modifier notre contribution, réfléchir à ce qu'on a fait, faire des choix différents. On peut incarner le changement que nous voulons voir. Et cela a vraiment un impact quand on commence à faire des choses de façon différente. Les gens le remarquent. Et les réactions des gens envers ce que nous faisons et nous disons peuvent changer. Donc, tout ce qu'on dit, que quand on change la façon de voir les choses, ce que l'on voit va changer, c'est la physique, les choses autour de nous. Ce n'est pas seulement un mythe quand on le dit, c'est vrai même euh, au niveau de la réalité. On peut prendre de meilleurs choix, on peut créer un sentiment de communauté et contribuer à cela ou être à la tête de cette chose-là. Et il faut nous montrer sous notre meilleur jour. Et j'ai récemment vu une vidéo que mon fils a fait il y a 4 ans dans une présentation. Il a fait un énoncé intéressant. Récemment, je l'ai écouté. Et il dit que quand on n'apparaît pas quelque part, on nie à nous-mêmes et aux gens autour de nous l'occasion de nous montrer sous notre meilleur jour. Donc, cela a un impact concernant le dernier point. Quand on partage notre humanité avec les autres, on donne le meilleur que nous pouvons. Donc, je veux vous remercier pour avoir partagé votre humanité avec moi, pour avoir été une partie de ce processus. Et j'ai un ou deux commentaires supplémentaires que je voudrais faire avant de terminer. On est presque à la fin. Prochaine diapo, vous aurez l'occasion d'écrire, quand vous partirez d'ici, votre journal d'apprentissage. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau? Quelles questions demeurent en suspens? Que pouvez-vous faire de façon différente? Donc, côté deuxième point, les questions qui demeurent en suspens, prochaine diapo. Voici une suggestion et une demande aussi. Je sais que pour les 3 sujets, on a eu des sujets énormes qui prennent typiquement des jours. Donc, je veux au moins vous donner une petite idée par rapport à de l'information et aux ressources. Mais si vous voulez approfondir dans n'importe quoi, suivez ce qu'on a couvert dans la première session. Soumettez une demande, faites que vos inquiétudes soient connues par le gestionnaire et si vous sentez qu'il y a vraiment un sujet par rapport à quoi vous voulez davantage de formation, un visionnement plus approfondi ou une expérience plus approfondie, faites-le leur savoir pour qu'ils puissent soit me contacter moi, soit quelqu'un d'autre pour que vous obteniez la formation et l'occasion de développer ses compétences en allant de l'avant. Et finalement, veuillez compléter vos évaluations. Elles ont été très utiles. J'ai beaucoup aimé travailler avec vous. J'espère vous voir dans l'avenir et je vous souhaite le meilleur. Et si on a une autre occasion de travailler avec vous, je serai heureuse. Caroline voudrait ajouter quelque chose et la prochaine page a des ressources et des références. Donc, si vous avez besoin davantage, vous avez certainement tout ce dont vous avez besoin là pour démarrer. Alors, encore une fois, merci à tous et à toutes. Ce fut un plaisir. Et merci beaucoup, Mike. Merci à tous ceux qui ont participé. Encore une fois, vous avez participé, comme Mike l'a dit, de différentes façons. Ce fut une présentation très intéressante et je pense qu'elle aura beaucoup d'impact, non seulement pendant la COVID, mais bien après cela. Donc, dans quelques minutes, vous recevrez un formulaire d'évaluation par courriel et on apprécierait beaucoup que vous preniez 5 minutes pour compléter le sondage. Cela nous aiderait beaucoup à améliorer le type de développement professionnel qu'on peut vous offrir. Espérons que vous ayez profité de cette série, que vous puissiez mettre en pratique ce que vous avez appris pendant les 3 sessions. Donc, merci à Mike et merci à tout le monde de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bonne journée à tous et à toutes. Merci. Au revoir.